Arnaud, je te laisse me dire si tu veux qu'on commence maintenant ou On si va tu veux qu'on... commencer là. Au pire, les autres personnes nous rejoindront en cours de route. Je propose qu'on commence. Parfait. Alors, en petite introduction, encore une fois, bonjour à tous. Nous allons enregistrer certaines parties de ce webinaire, donc on va arrêter au moment des questions-réponses. Donc voilà, petite information avant de commencer. Et puis, on a prévu des moments d'interaction avec l'outil Mentimeter. Donc normalement, à l'écran, vous voyez sur la gauche notre présentation et sur la droite, vous avez une petite box qui vous permet d'interagir sur des moments un peu précis. On vous aiguillera tout au long du webinaire. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Merci à tous pour assister à ce premier webinaire qui va être dédié au design fiction avec une application Au bien vieillir en 2050. Donc l'objet aujourd'hui, ça va être de vous présenter surtout la méthodologie qui a été appliquée. Il y aura à partir de janvier 2024 des webinaires qui seront dédiés aux différents scénarios qui vous seront très succinctement présentés plutôt en fin de séance. Quelques mots d'abord. Donc, Arnaud Havé, je suis directeur santé au sein du cabinet SIA Partners, qui est un cabinet de conseil français en management et stratégie. On est composé de 3000 consultants qui sont répartis à la fois sur des compétences fonctionnelles, sectorielles, donc notamment sur le secteur de la santé, technique, avec plus de 200 data scientists, et on est appuyé par une agence de design qui est SIA Experience, qui sera ici représentée par Solène. Et c'est justement la complémentarité des expertises qui constitue notre véritable marque de fabrique. Et c'est ce qu'on veut incarner, en tout cas, dans les travaux qu'on va vous présenter. Effectivement, je vais me présenter à mon tour. Donc Solène Masset, je suis designer et plus précisément designer collaboratif, comme Arnaud l'a précisé au sein de SIA Experience, qui est l'équipe design collaboratif. Donc moi, je suis davantage spécialisée dans la conception et l'animation de temps de travail collaboratif. Et puis, je donne aussi des formations sur les outils du design, sur les outils de l'intelligence collective, que ce soit pour les entreprises, pour des collectivités ou des écoles. Et puis, j'ai aussi une expérience dans le service public. Donc, je m'intéresse aussi beaucoup à l'innovation sociale et l'innovation publique en général. Alors, donc aujourd'hui, on va aborder un petit peu, comme Arnaud l'a précisé, finalement, la méthodologie qu'on a déployée pour ce projet-là. On va vous faire l'introduction des 6 scénarios de design fiction sur lesquels on a travaillé. Vous verrez au fil des webinaires, on va aussi découvrir des objets fictifs qui sont en lien avec ces scénarios. Et donc au niveau de l'équipe, on l'a précisé, on est une équipe pluridisciplinaire. On a mêlé les compétences de designer et les compétences de consultant, experts en santé et en médico-social. Pour des gens qui arrivent. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a donc un enregistrement qui a été lancé. Donc, il y aura une partie qui va être en replay, en tout cas jusqu'à la phase de questions-réponses où là, on arrêtera l'enregistrement. Alors, d'après vous, qu'évoque le mot design fiction? Alors, si jamais ça vous évoque rien, c'est normal. Hein, justement, c'est aussi l'objet de ce séminaire. Pareil, si jamais vous avez des remarques ou des réactions, n'hésitez pas à utiliser aussi le chat. On a des temps aussi qui sont dédiés sur la partie questions-réponses. Alors, première réponse, oui. Un travail prospectif en intelligence collective. Ok, intéressant. Si certains ont d'autres pistes, ou si vous ne savez pas, n'hésitez pas à le mettre aussi. Ça nous permet un petit peu de jauger votre connaissance sur le sujet. Comme l'idée d'aujourd'hui, c'est de présenter aussi ce que c'est que le design fiction et la méthodologie pour le construire, ça nous arrange aussi si on a voilà, des personnes qui ne connaissent pas le domaine. Alors, on a des liens avec le design thinking, la possibilité d'envisager de nouveaux futurs, une démarche pour explorer et mettre en débat les futurs. Ok. On vous laisse encore quelques secondes si jamais ça vous évoque d'autres choses.
Si tu veux bien, Dorothée, on peut passer à la suite. Parfait. Alors, donc merci déjà pour vos premières réactions. Et avant de passer, comme on l'a dit, à la présentation des scénarios qu'on a explorés et qu'on va explorer dans les prochains webinaires, on voulait vous faire une petite introduction sur qu'est-ce que le design fiction. Alors, on va commencer par quelques notions historiques. On va parler un petit peu de la naissance du design fiction. Donc, si on prend les choses vraiment dans l'ordre, on parle d'abord de design spéculatif avant de parler de design fiction. Et le design spéculatif, il a émergé plutôt dans les années 90 à Londres, et notamment grâce au travail des designers Anthony Dune et Fiona Raby. Donc, le design spéculatif, il s'agit d'une discipline qui utilise le design comme un moyen d'ouvrir de nouvelles perspectives sur l'avenir. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'explorer collectivement l'avenir en matérialisant des scénarios fictifs, puis en les soumettant au débat. Donc, ces scénarios, ils peuvent impliquer la création d'objets, d'artefacts, d'un service ou d'une expérience pour les faire vivre finalement, pour les incarner. Et donc, dans les années 2000, on va avoir deux personnages qui ont donné un peu de l'élan à cette démarche. On va avoir d'abord Bruce Sterling, qui est un célèbre auteur américain de science-fiction et qui va déployer le terme de design fiction pour la première fois. Et puis ensuite, toujours dans les années 2000, on va retrouver Julian Blicker, qui est un chercheur et ingénieur qui va développer l'approche design fiction au travers d'un essai. Donc maintenant qu'on a des petits éléments historiques pour comprendre ce que c'est, on va essayer de récapituler en quelques grands principes le design fiction. Premier point, il permet de se projeter dans des futurs possibles et non le futur. Donc effectivement, quand on va imaginer un scénario fictif, on va s'appuyer sur des signaux faibles, des intuitions qu'on va capter aujourd'hui dans notre monde actuel. Et donc un signal faible, c'est vraiment un indicateur précurseur, un événement sur lequel on peut s'appuyer pour anticiper une situation et qui pourrait indiquer des changements majeurs à venir. Donc ça peut être des incohérences, ça peut être des fractures technologiques ou des ruptures. Et donc évidemment, on ne va pas être aussi précis que la météo. On va chercher plutôt à avoir une posture de projection et d'anticipation sur des futurs possibles. Et donc cette analyse des signaux faibles, en fonction de notre objectif, ça peut être plus ou moins abouti. Donc ça va être pour le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'on cherche à concevoir des scénarios donc, probables, plausibles, possibles, qu'ils soient souhaitables ou non. Et donc, c'est-à-dire que la création d'un scénario, elle va impliquer des choix. Où est-ce qu'on place notre curseur? Quel est le degré de probabilité qu'on souhaite explorer? À quelle date on va situer notre scénario? Est-ce qu'on est prêt à aller carrément jusqu'à une dystopie ou pas? Ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, on va mobiliser, on a dit, créer des artefacts, donc des objets qu'on peut appeler des objets totems. Et donc, ces objets fictifs vont venir incarner notre scénario. Ils vont venir porter l'histoire de notre scénario. Et donc, ce n'est pas forcément des objets palpables. Par exemple, pour faire vivre un scénario à une audience, on peut aussi bien soumettre des photos, des objets physiques, des sons. Ça peut être aussi une vidéo, une odeur, et on peut aller jusqu'à carrément recréer une pièce immersive pour faire vivre un scénario. Et enfin, le dernier principe, on l'a dit juste avant, on cherche in fine à provoquer des réactions et à susciter le débat. Donc, on ne va pas forcément ménager notre public dans une expérience de design fiction. On ne va pas forcément proposer des scénarios vers lesquels il a envie de se projeter. Mais en tout cas, on cherche à capter des réactions. Donc, si on fait la conclusion de tous ces principes, avec le design fiction, on provoque des réactions auprès d'une audience qui soulève des questions et potentiellement l'envie de passer à l'action. Et donc, ce passage à l'action, on va en parler un petit peu juste après. Dans le design fiction, on va avoir un enjeu qui est de susciter le débat, mais on a aussi un enjeu d'aider à la prise de décision. Donc là, on ne va pas avoir forcément le même objectif. On sera plutôt sur un outil qui va venir s'implémenter dans une démarche parfois plus classique de transformation d'un service, d'une organisation, d'un territoire,
fiction ne sera pas forcément identique que sur ce qui a été dit juste avant sur la partie débat. On sait que ça va permettre aussi d'engager une démarche prospective. Ça va permettre de détecter des sujets émergents. Et surtout, ça va permettre d'accélérer et de renforcer un processus d'innovation. Et on voit que déjà, on a un certain nombre de cas d'usage pour justement mobiliser cette nouvelle méthode. On en a déjà plusieurs qui ont déjà pu l'expérimenter. On a notamment Aude Niadaniou qui a pu l'expérimenter sur la santé en 2042 auprès de la CPTS du Cotentin et de la CEPAM de la Manche, qui est un replay qui sera proposé dans les prochains jours. On a Mathieu Robert aussi qui a pu lui investir un autre champ qui est soigner sur Mars. Donc là, c'est dans le cadre d'un partenariat avec le Centre national d'études spatiales. Et on a aussi l'excellent livre aussi de Philippe Pujol qui est Marseille 2040, le jour où notre système de santé craquera. Et donc, on voit bien qu'il y a plusieurs possibilités d'utiliser cet outil, cette méthode, avec des temps différents, avec des thèmes différents et surtout sur un segment géographique différent. Là, on l'a eu sur une ville, un territoire. Nous, on le voit au niveau national. On peut même le voir au niveau extraterrestre avec Mathieu. Alors, les clés de la réussite, il y en a plusieurs. Déjà, cadrer la démarche et définir les objectifs. Comme vous le voyez, on a soit entre susciter le débat, aider à la prise de décision, partager des convictions. Nous, c'était notre objectif, en tout cas ici sur ces webinaires. On va être sur des notions différentes. On va avoir des rendus qui seront différentes. Et donc, la partie objectif est particulièrement important. Les cibles aussi. Sur la partie cible, on sait très bien qu'il y a deux équipes. Il y a la partie équipe pluridisciplinaire qui va créer les scénarios et il y a l'équipe qui va les recevoir. Ça, là-dessus, pareil, c'est deux publics, en tout cas, à bien définir. On a bien sûr l'équipe pluridisciplinaire. Ça, là-dessus, embarquer des designers, mais aussi des sachants de dimensions particulières, différentes. On va voir sur les scénarios qu'on vous présentera tout à l'heure. On a certains scénarios qui vont être basés sur des ruptures technologiques, sociétales, environnementales, politiques. Et donc, plus les experts que vous allez avoir dans l'équipe vont avoir des apports différents, plus vos scénarios vont être riches et plus, au final, ils seront intéressants. Et le dernier point, on a aussi s'appuyer sur un regard extérieur qui vont être en capacité de challenger aussi un peu vos scénarios. Si au final, vous restez en vase clos, vous risquez au final de tourner un petit peu en rond sur ces scénarios-là. Indirectement, on sait que la dystopie est un moyen, et la dissension en tout cas entre l'équipe est un moyen aussi de provoquer l'innovation. Donc c'est important qu'au sein de l'équipe, vous ayez aussi des profils le plus différents possible. Alors, si nous, on se projette un petit peu sur comment nous, on a cadré les travaux, l'objectif, c'était déjà de susciter le débat. Là, on n'est pas dans une optique d'aider à la décision, on est sur, au contraire, du partage d'intuition avec l'écosystème, avec vous, les différents participants. Et on avait aussi à cœur de faire découvrir le design fiction, qui est une nouvelle méthode dans laquelle on croit profondément et surtout qui est un moyen pour nous de faire cohabiter au final l'ADN de CI, qui est de faire partager et un certain nombre d'expériences communes. Au niveau de l'équipe projet, là pareil, on a des designers et des experts intervenant dans le secteur médico-social. On a challengé les scénarios qu'on vous présentera avec des partenaires et experts du domaine. On a aussi des tables rondes qui vont venir étayer la présentation des scénarios, mais donc là, ce sera plutôt à partir de janvier prochain. Et la cible, vous-même, les participants. Sur le cadre, on est parti sur 2050. Alors pourquoi 2050? Parce qu'on a déjà un certain nombre de données qui sont disponibles sur le bien vieillir. Au niveau du vieillissement de la population notamment, au niveau des places en hébergement, on a des projections qui sont déjà relativement fiables, qui restent des projections, mais sur lesquelles on peut s'appuyer pour justement valider le côté plausible de nos scénarios. Et on a aussi posé nos partis pris, parce que c'est aussi important dans le cadrage de se dire, est-ce qu'on va chercher les scénarios uniquement désirables? Est-ce qu'on va se laisser la porte ouverte à étudier des scénarios qui sont même franchement indésirables? Quels sont nos partis pris? En tout cas, on a souhaité ici se laisser la possibilité d'étudier différents scénarios qui soient désirables ou non, mais par contre avec à chaque fois l'objectif de susciter le débat. Alors,
Déjà, il y a une partie très importante ici qui est sur les signaux faibles. Déjà, au final, comment pouvons-nous déterminer les signaux faibles? Déjà, on va croiser plusieurs sources de données. Ça, c'est très important. Donc, on va avoir des médias spécialisés, on va avoir la communication des fédérations, on va avoir des rapports nationaux, des expérimentations. On a notamment les articles 51 aussi, qui sont une source d'innovation qui est très importante. On va avoir des retours d'expérience aussi du terrain. On va surtout essayer d'adopter une approche le plus systémique possible. Le design fiction fonctionne justement si on arrive à garder une approche systémique. Si on garde une approche en silo, on va avoir tendance à perdre de la richesse. Donc c'est pour ça qu'il y a un outil assez classique qui est l'analyse Pestel, qui va permettre d'étudier la dimension politique, économique, socioculturelle, technologique, écologique et légale. On pourra en rajouter encore d'autres, en tout cas, mais ça va permettre au moins de donner un cadre à l'analyse. On va aussi identifier des produits, des services, des expérimentations qui vont pouvoir servir de point de départ concret à nos scénarios. Par exemple, on voit bien là qu'il y a de plus en plus d'expérimentations, de POC qui se lancent sur du métaverse, sur l'exosquelette, sur l'IA en santé, sur des applications connectées. Et donc, on s'est servi, en fait, au final, de ces expérimentations-là, qu'on a croisées avec des tendances pour pouvoir justement construire nos scénarios. Et on a cherché les incohérences aussi. Incohérences, j'y reviendrai justement dans l'analyse après un peu du contexte qui se veut assez rapide. On a des croisements entre des incohérences, des tendances et des signaux faibles. C'est ce qui va nous permettre en fait d'être le terreau de l'innovation et donc de construire nos scénarios. Et il faut aussi faire confiance à son intuition en fait. Dans cette démarche-là, on n'est pas uniquement dans une démarche scientifique. En adoptant une approche systémique, il faut nécessairement laisser une place à l'intuition. L'intuition va permettre de faire des connexions en fait entre différents domaines. Et c'est en ça qu'il faut également aussi faire confiance à ce point-là, et on l'oublie trop souvent. Alors pourquoi l'adapter au bien vieillir? Alors, vu la réponse du début, vous êtes tous plus ou moins, en tout cas, dans ce secteur-là. Donc, je ne vais pas forcément m'étendre sur pourquoi au bien vieillir. On voit assez facilement le pourquoi. C'est un secteur qui est clairement à la croisée des chemins. On a des tendances démographiques qui sont très fortes. On a vraiment une hausse tendancielle du nombre de personnes âgées. On sait qu'en 2050 déjà, il y aura 28% de la population qui aura plus de 65 ans. Là, actuellement, il y en a 21%. Et encore, là, je pourrais continuer avec beaucoup de projections. On a également des tendances structurelles avec le développement du virage ambulatoire et domiciliaire. Ça, là-dessus, il y a des chiffres qui sont assez édifiants, hein. Si on prend l'hospitalisation à domicile, alors les chiffres ne sont pas forcément très frais, on est entre 2006 et 2016, mais on est passé de 1,9 million d'hospitalisations à domicile à 4,9 millions. Et la tendance n'a cessé de s'amplifier depuis cette date. On a également aussi des tendances organisationnelles et techniques. On a le développement des parcours patients, on a le développement du numérique en santé aussi. Donc, forcément, on a facilité un certain nombre de coopérations et de coordination entre les professionnels. Et on a la volonté des familles d'être véritablement acteurs de la santé. Là, on a la vraie notion d'expérience patient. Là, j'en vois certains qui sont connectés, donc je me permets un petit clin d'œil, qui sont importants et qui deviennent de plus en plus fortes maintenant dans toutes les dimensions qu'on peut voir aujourd'hui au niveau du secteur. Et pour autant, on a justement des incohérences aussi là-dedans, hein. On n'a jamais eu autant de besoins que d'investir dans ce secteur-là. Et pourtant, c'est encore un secteur où on a un manque d'attractivité énorme. Encore un dernier chiffre, et après je vous laisserai tranquille avec cet aspect quantitatif, mais sur le secteur de l'aide et du soin à domicile, si on voulait couvrir les besoins, il faudrait 140 000 personnes, recrutement supplémentaires pour couvrir les besoins, sur une filière qui actuellement comporte 270 000. Donc au final, on voit bien que, alors même que les besoins n'ont jamais été aussi importants, on a un cruel manque d'attractivité. On va avoir aussi une dégradation de la qualité de vie au travail des professionnels. On a une augmentation aussi très forte des coûts qui vont peser sur les établissements. On a donc des dégradations de soins, on a une perte de confiance aussi. On a vu les scandales qui ont eu lieu sur ces dernières années. Donc on voit bien qu'on a un terreau qui est assez fertile pour le design fiction, hein. On a des signaux faibles, on a des tendances et on a des incohérences. Donc, partant de là, on s'est dit, dans ce secteur-là, qui est marqué par toutes ces transitions, le design fiction a véritablement une place. Et c'est pour ça, justement, qu'on va vous présenter les premiers scénarios. Alors, on s'est donné une
vraiment sur un très petit teaser pour que vous puissiez voir les différents sujets qu'on pourra approfondir beaucoup plus à partir de janvier prochain. Surtout que pour rappel, à partir de janvier prochain, donc il y aura une présentation étayée de ces scénarios-là et surtout d'artefacts, hein, donc d'outils, de documents, de signaux, d'articles de journaux qui vont permettre de les illustrer et suivi de tables rondes avec des experts qui viendront approfondir les différents échanges. Alors c'est parti sur le premier. Encore une fois, on vous rappelle, on n'a pas forcément cherché uniquement à faire du souhaitable, loin de là. Et donc sur le premier, on s'est posé la question de savoir, et si les conditions de notre bien vieillir dépendaient de notre mode de vie monitoré par une application d'État. Et là, on s'est posé plusieurs questions. La place de la technologie dans la prévention. Si par exemple demain, on étendait la prévention et on l'érigeait, on va dire, les recommandations en tant que force absolue, si jamais demain on avait une application qui vous donnait des mauvais points ou des bons points en fonction de votre attitude, de votre alimentation, de votre activité physique, qu'est-ce que ça pourrait donner comme futur? Qu'est-ce que ça donnerait sur la récolte des données de santé? Et au final, on s'est posé aussi la question, et on la posera justement à nos experts lors de la table ronde, comment arbitrer entre les libertés individuelles et aussi les libertés collectives. Bonjour à tous. Alors, le deuxième scénario s'intitule « Et si devenir une personne âgée devenait une opportunité dans notre société ?» Dans ce scénario, le gouvernement français décide de prendre une position radicale et nouvelle, qui est de faire de nos aînés notre force nationale. L'objectif est de faire face à la forte augmentation du nombre de personnes âgées. Et pour cela, le gouvernement va marquer une étape majeure en se projetant donc en 2050. 20 ans plus tôt, ils vont créer le ministère des aînés, qui reconnaît ainsi officiellement le rôle des aînés dans notre société. On voit également s'instaurer un système de récompense de points pour favoriser la contribution citoyenne annuelle des seniors. Et ces nouvelles mesures vont susciter des débats sur l'équité entre les générations. On voit également s'adopter des nouvelles lois qui favorisent l'intégration des seniors sur le marché du travail. À titre indicatif, la loi Élite est adoptée en 2045, qui impose un âge minimum de 65 ans pour accéder à des postes à haute responsabilité. Et cette mesure va provoquer une véritable vague de protestations à travers les jeunes actifs qui se sentent véritablement exclus de la société. Ce scénario vous invite alors à vous poser des questions sur la valeur de l'être humain et plus particulièrement sur la place des personnes âgées dans la société. Il vous invite également à réfléchir aux dérives d'une société centrée sur les personnes âgées, avec des conflits intergénérationnels, avec la place de la jeunesse dans le monde du travail. Et enfin, ce scénario nous invite à nous demander si les personnes âgées ont une dette de péremption dans notre société. Sur ce scénario, donc l'idée, c'est de voir si la réalité augmentée devenait un nouveau moyen finalement de soigner ou de s'évader. Au fur et à mesure des années, dans notre société actuelle, on se rend compte que les traitements médicamenteux à destination des personnes âgées se multiplient. On voit que les piluliers sont de plus en plus remplis et qu'il devient difficile tant pour les patients que pour les personnels soignants ou encore les proches aidants de suivre correctement parfois la posologie, les risques et les effets secondaires. Et aujourd'hui, on voit aussi que dans le monde du milieu médical, il y a de nombreux acteurs qui tentent de trouver des solutions non médicamenteuses pour traiter certaines pathologies et ou effets secondaires. Dans ce scénario, l'idée finalement, c'est de voir comment ces nouveaux traitements améliorent la prise en charge et le suivi du patient, la charge de travail des proches aidants et des personnels médicaux. Ce scénario permet également d'aborder les probables dérives de ce système, avec les problèmes notamment liés à l'addiction, à l'isolement, mais également aux problématiques liées à l'absence de législation et au traitement des données personnelles. Alors dans ce scénario, on évoque les exosquelettes. Donc, dans ce scénario, en 2050, les exosquelettes ont radicalement transformé nos vies, évoluant de simples aides physiques à une seconde peau omniprésente. Ils ont été adoptés à grande échelle par les gouvernements et les entreprises. Ces exosquelettes ont permis l'amélioration considérable de la santé générale des populations et ont également permis une meilleure inclusion des personnes handicapées et âgées au sein de la société. D'un point de vue économique, les exosquelettes ont boosté la productivité et la rentabilité des entreprises. Ils ont permis de faire face en partie aux défis démographiques.
Ils sont devenus tellement incontournables que les gouvernements ont rendu obligatoire l'utilisation des exosquelettes au sein du marché du travail. Néanmoins, ces exosquelettes ont engendré une spirale de détérioration du bien-être mental des populations. Cette révolution technologique offre un avenir où la fusion entre l'homme et la machine soulève des interrogations cruciales, notamment sur la santé mentale, également des questions éthiques et sociales. Et ce scénario, en fait, nous interroge sur le prix à payer et sur notre dépendance aux nouvelles technologies de santé. Sur ce scénario-là, on se pose d'autres questions. Là, on va plutôt aborder l'angle sur le logement notamment. Et si on faisait le choix de refondre totalement en fait, nos modes d'habitation et de prise en charge des personnes âgées, dans ce scénario-là, on va s'appuyer sur la construction de nouveaux écoquartiers dans les centres-villes qui vont combiner à la fois des logements pour des actifs classiques, pour des résidences seniors, des crèches, des bibliothèques, avec des incitations extrêmement fortes de la part de l'État pour justement rejoindre ce type de structure. On va partir du postulat que pour vieillir en bonne santé, il faut anticiper l'évolution de ce logement et l'évolution de son habitat au plus tôt. Et donc, on va avoir tout un corpus de lois qui va inciter progressivement justement la population à se déporter vers ces types de quartiers. Et donc, on va se poser la question de l'anticipation de la perte d'autonomie, l'adaptation des programmes immobiliers au vieillissement de la population et aussi la création de nouveaux espaces de vie. Et un dernier scénario consensuel, donc sur l'allongement de la durée de si l'allongement de la durée de la vie entraînait donc une refonte de la solidarité nationale. Et l'idée de ce scénario est de voir donc en fait les impacts potentiels des évolutions sociales sur la solidarité nationale, notamment donc les évolutions du marché du travail, avec l'essor de l'intelligence artificielle, mais également donc les enjeux de l'allongement et de la durée de la vie au regard des programmes médicaux, qui impactent également donc la solidarité nationale. Donc là-dessus, on voit qu'il y a des scénarios qui sont très complémentaires. En tout cas, vous avez vu qu'il y avait des scénarios avec on a tiré des signaux faibles et des tendances qui sont technologiques, qui sont sociétales, qui sont environnementales, politiques. Donc, ceci donne les 6 scénarios que vous voyez là. Je te redonne la main. Merci. Alors, ce qu'on vous propose, c'est essayer de vous positionner un petit peu sur le ou les scénarios qui vous interpellent le plus. On a besoin d'avoir un petit peu votre avis. On voit qu'il y a un net intérêt pour le scénario 2, en tout cas, qui se détache assez nettement. On va avancer sur la suite, avec notamment ce qui vous attend au prochain événement, avec des webinaires qui vont être un peu plus détaillés à partir de janvier prochain. On vous donnera la date dès qu'on aura pu caler avec les différents intervenants pour les tables rondes une journée précise. C'est peut-être sur l'étape suivante. On va vous passer un petit extrait justement d'un des artefacts qui vont illustrer l'un de nos scénarios. Radio Futur, les nouvelles de votre avenir. Et si les conditions de notre bien vieillir dépendaient de nos modes de vie, monitorés par une application d'État? « 6 heures du matin, Nicolas se réveille avec le bruit des premiers bus et taxis. En ce matin de juin 2050, il ressent de plus en plus les résultats de sa vieillesse. Rhumatisme, douleurs musculaires, fatigue. Il attrape ses lunettes et allume une cigarette. Ses notifications journalières arrivent. Alors, c'est un peu frustrant d'arrêter là, mais si jamais vous voulez savoir, découvrir ce qui se cache derrière cette fameuse notification, eh bien, nous vous invitons à découvrir, à venir en tout cas prochainement en janvier pour participer au prochain webinaire, puisque bien sûr, on va pouvoir vous diffuser l'intégralité du podcast. Et donc, vous allez pouvoir vous immerger dans ce scénario-là. Et puis, vous allez pouvoir vivre une expérience de design fiction parce qu'on va vous proposer une galerie d'objets, d'artefacts qui sont en lien avec ce scénario. Et enfin, eh bien, on terminera par une table ronde avec des experts
et des parties prenantes du sujet pour qu'on puisse échanger ensemble et débattre autour de la matière qu'on va vous proposer.